Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, l'industrie du gaming au Maroc. L'e-sport s'est imposé comme une industrie qui a généré l'an dernier près de 200 milliards de dollars en chiffre d'affaires mondial sur le mobile, le PC ou encore la console. Près de 2 milliards de joueurs se sont connectés dans le monde. C'est dire le poids et l'influence du gaming. Si vous pensiez que cette filière ne représentait qu'une infime partie du chiffre d'affaires d'un géant comme Microsoft, par exemple, eh bien détrompez-vous, car l'activité représente en réalité pas moins de 18% du chiffre d'affaires de l'entreprise américaine. Beaucoup de players dans le monde s'arrachent les parts de marché de ce marché juteux. Alors qu'en est-il pour le Maroc? Il n'y a certes pas de chiffre exact sur le nombre de gamers, mais les estimations aussi entre 4 et 8 millions. Ce qui est sûr, c'est que le Royaume est conscient du potentiel du gaming, d'où la création en 2020 de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. Et dans le sillage du développement social et économique insufflé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le e-sport est considéré aujourd'hui comme un vecteur de développement de nouveaux métiers, comme des métiers liés par exemple à l'intelligence artificielle ou encore des métiers de codeur. Encore faut-il exploiter ce potentiel. Quel est le développement de cette industrie du gaming au Maroc? Comment la fédération, les acteurs du gaming et l'opérateur télécom Inouï travaillent-ils en concertation pour le développement de cette filière? Réponse en compagnie de mes invités. Et il se trouve que tous ces acteurs-là sont représentés. Tout d'abord, pour représenter l'opérateur télécom Inouï, son senior manager de communication institutionnelle et contenu, Brahim Amdoui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Khadija, bienvenue, enchanté. J'ai également le plaisir d'accueillir le représentant de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, en l'occurrence son directeur marketing et partenariat. Bonsoir Sofiane Filali, bienvenue. Bonjour Khadija, merci pour l'invitation et bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de médias. Et nous avons avec nous ici un gamer ou un streamer, il est également team owner, comprenez manager d'une équipe de gamers. Yassir Ayoub, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonjour Khadija, j'espère que vous allez bien et bonsoir les chers invités. Alhamdoulilah. Alors, je vais peut-être commencer par vous. Quel est le profil du gamer? Est-ce qu'on a un profil particulier au Maroc ou le gamer, c'est un profil qui est interplanétaire? Dans les dernières années, on peut trouver un gamer partout. Il y a des gamers casuels. Mais après, si on parle des gamers pro, c'est les gens qui ont comme métier être gamer. Donc, il se réveille la journée, il a comme but de s'entraîner et tout, et après, vers la fin, il a une compétition. C'est comme un footballeur, mais là, c'est sur le PC. C'est un métier. Exactement. Et qui dit métier, dit salaire. Dans les 2-3 dernières années, maintenant, on trouve des teams qui donnent des salaires aux joueurs, etc. Combien? Parce que je suis sûre que c'est la question que se posent beaucoup de jeunes, peut-être qui nous regardent, ou même des parents. C'est un métier qui rapporte gros? Au Maroc, actuellement, non. Oh, pourquoi? Parce que le circuit est encore nouveau. D'accord, on va en parler. Parlons de ce circuit, justement. Alors, Brahim Amdoui, l'opérateur, d'ailleurs, je vous avais déjà reçu lors d'une émission précédente sur le gaming, et c'était à la veille de l'Africa Gaming Fest. On va en parler plus tard de l'Africa Gaming Fest, mais nous savons très bien que vous êtes l'un des opérateurs qui a été précurseur dans l'encouragement du gaming en tant que discipline sportive de e-sport. Alors déjà, peut-être un rappel de ce qui a été fait, des actions d'Inouï dans ce sens. Alors, déjà, en fait, Inouï est un acteur digital global, donc par essence, donc on est bien inscrit dans tout ce qui est digital, tout ce qui est technologique. Du coup, c'était depuis très longtemps, depuis quelques années, donc depuis le lancement de Inouï, c'était une thématique qu'on voulait vraiment aborder, préempter à plusieurs niveaux, donc d'un point de vue contenu. Déjà, on est un opérateur, donc on offre la connectivité, l'accès à Internet. Donc, c'est un contenu qui est consommé, pratiqué sur Internet. Donc, on était plein dedans dès le démarrage. Et à l'époque, on avait commencé déjà avec tout ce qui est jeux mobiles, développement de jeux, encourager l'écosystème
développeurs. Et par la suite, il y a la pratique compétitive du jeu, du gaming, qui est le e-sport, donc le sport électronique. Et là, le constat à l'époque, c'était que voilà, c'est une dynamique qui était nouvelle pour le pays, qu'il fallait, dès le début, encourager, structurer et développer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour développer, il faut des choses concrètes. Donc, il faut juste, mis à part la partie infrastructure, on a créé un programme, donc une compétition, un championnat, partant du constat que voilà, pour pouvoir évoluer dans une pratique, il faut exercer. Donc, le championnat qu'on a baptisé la Inouï E-League était là pour justement permettre aux gamers, aux amateurs, ceux qui prétendent être professionnels, semi-professionnels, à trouver une vraie plateforme où ils peuvent pratiquer, exercer, se challenger, se mettre dans des conditions de compétition et aussi trouver d'autres personnes qui sont intéressées à cette thématique-là, qui pratiquent, et se réunir en communauté pour pouvoir participer à des compétitions sur des jeux qui sont populaires, qui sont prisés par les gamers, et ainsi de suite. Donc on a parcouru un long chemin. On est maintenant à la 6e édition, donc le temps est passé et on a vu un peu l'évolution de cette... L'évolution en chiffres, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de participants. De participants, de plus en plus. En fait, quelque chose qui est surprenant aussi, c'est que non seulement les gens participent, jouent, mais les gens regardent aussi, suivent, encouragent, s'identifient à des champions, à des joueurs, à des équipes. Donc voilà, pour nous, c'était, on va dire, le programme phare pour converger avec toute cette dynamique-là, essayer de vraiment installer quelque chose dans la durée pour que les gens les jeunes ou les moins jeunes qui pratiquent le e-sport et le gaming puissent se projeter dans l'avenir et puissent dire voilà, il y a une compétition, il y a des classements, je peux me mesurer à d'autres gamers, je peux prétendre à un titre, un championnat, à du cash prize. Et voilà, c'est une dynamique qui a été créée, qui continue toujours. Donc, on va bientôt lancer la 7e saison. Un chiffre comme ça pour vous dire, par rapport à la dernière saison, la 5e, donc, vu qu'on n'a pas encore clôturé la 6e saison, on est arrivé à quelque chose comme 50 000 personnes qui ont suivi, 50 000 views, donc vues sur tous nos canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur tout ce qu'on fait en termes de diffusion, événements. Donc, c'est quand même un chiffre énorme d'audience qui a suivi, qui a été là pour scruter tous les détails du cheminement de notre compétition. Il est clair qu'il y a aussi un travail qui est fait au sein de cette toute jeune Fédération royale marocaine des jeux électroniques, représentée ce soir par Soufiane Filali. Donc nous sommes en 2023, donc bon, bien sûr, je l'ai précisé, c'est une fédération qui est toute jeune. Mais qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a certains points déjà sur lesquels vous commencez déjà à travailler, que vous avez identifiés pour cibler ces gamers, pour cibler cette industrie du gaming ou du e-gaming au Maroc? Exactement, Khadija. Donc, comme vous l'avez bien mentionné en introduction, alors cette fédération a été créée et s'inscrit en fait dans le sillage de la politique royale de développement économique, sportif et social. Et en fait, son rôle, on peut en fait le résumer en 5 points. Le premier étant élargir la base, donc statuer en fait et militer pour un jeu responsable, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'addiction. On veut bien, le gaming, c'est une industrie. C'est quelque chose qui nous anime tous, mais il faut aussi que nos jeunes gamers et notre jeunesse puissent justement bénéficier du bon côté du gaming et pas tomber dans l'addiction. Donc on est vraiment dans cette stratégie de jeu responsable. D'ailleurs, on a eu un partenariat donc, avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse en équipant 28 centres de jeunesse, donc Dar Shabab, pour ceux qui connaissent,
que moi j'ai connus en étant jeune, mais qui ont peut-être été désertés par la jeunesse d'aujourd'hui, et qui justement peuvent revenir aujourd'hui pour justement accéder à leur passion qui est le gaming. Donc on a des salles gaming avec des PC, des consoles, où le jeu est encadré par des associations filières de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques et sur lesquelles on organise des compétitions un peu partout au Maroc. C'est financé par le ministère de la Culture et de la Jeunesse. Exactement. Très bien. Exactement. Et l'objectif, c'est, on en a équipé 28, l'objectif, c'est d'en équiper 100 d'ici 2024. Voilà, sur les 500 centres de jeunesse qui existent déjà au Maroc. Ambitieux. Deuxième rôle pour moi, c'est de créer des compétitions, donc des compétitions nationales et internationales qui puissent justement détecter les meilleurs talents un peu partout au Maroc, qui vont représenter le pays. Mais il y a déjà des compétitions qui existent, comme par exemple la e-League d'Inouï. Alors, c'est différent parce que ce sont des compétitions complémentaires, peut-être? C'est des compétitions complémentaires dans la mesure où les compétitions qu'on organise, nous, elles visent à identifier une équipe nationale. Typiquement, on l'a vu, par exemple, pendant la Coupe du Monde, comment les Marocains s'identifient à leur pays. On a participé l'année dernière à la première Coupe du Monde de FIFA pour notre première participation et pour donner des chiffres équivalents peut-être à ce qu'a donné Brahim, on était autour de 250 000 vues sur le week-end de participation à la Coupe du Monde. Donc c'était une fierté d'avoir le Maroc parmi les 24 meilleures équipes FIFA du monde. Donc FIFA qui est le jeu virtuel de football, qui est l'équivalent de la Coupe du Monde sur le jeu de football virtuel. Sur console. Sur console PlayStation, exactement. Donc voilà, l'idée, à travers nos compétitions, c'est de détecter les meilleurs talents et de les intégrer dans une optique de représenter le drapeau du pays. C'est des ambassadeurs, les gagnants de nos tournois. Voilà. Troisième point, c'est la formation, parce que pour aller loin dans le gaming, il faut bien avoir des compétences. Vous avez parlé en introduction de métiers. Il nous faut des filières de formation spécialisées dans le gaming qui vont justement nous faire sortir des jeunes qui vont pouvoir former les coachs, les commentateurs. Il y a plusieurs métiers autour du développement, du coding, du design, du brand management, du community management. Donc ça, c'est très, très important. Le quatrième point, il est autour en fait d'accompagner la transformation numérique du sport en général. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a quelques semaines, on a monté un projet avec la Fédération de basket qui a été sollicité par la Fédération internationale de basket pour faire participer le Maroc à l'équivalent de la Coupe d'Afrique sur le jeu NBA 2K. Et donc, nous, à travers notre expertise et notre exclusivité d'accompagnement, parce que l'État nous donne cette exclusivité de pouvoir sélectionner les équipes nationales sur les jeux virtuels, on a monté une équipe nationale qui a été, il y a quelques jours, de la championne d'Afrique sur le jeu NBA 2K. C'est prometteur. Je reviens à vous, Yassir Ayoub. Alors, j'aimerais bien que vous nous rapprochiez davantage de l'exercice. Cela fait combien de temps déjà que vous exercez ce métier? Parce que c'est un métier, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'on peut considérer que j'ai commencé le métier depuis 2013, que j'ai commencé à jouer dans des tournois. Quel âge avez-vous? 27 ans. 27 ans, très bien. Donc, depuis 2013, on a joué pas mal de tournois, que ce soit au Maroc ou sur le MENA, le Middle East, Nord-Afrique. Mais après, pour définir le gaming, c'est pas juste jouer. Il y a des streamers, par exemple, il y a plusieurs plateformes de streaming comme YouTube, mais la plateforme dédiée 100% au gaming, ça s'appelle Twitch. Donc c'est ça où tu ouvres la plateforme, tu trouves plein de streamers de partout au monde. Mais maintenant, on trouve plein de Marocains qui streament là-bas aussi. Donc, qui streament, c'est-à-dire qui commentent le jeu, qui jouent et commentent en même temps, c'est cela? Ils font des lives de leur vie en train de jouer. Voilà, c'est cela. Exactement. Donc maintenant, le gaming, c'est pas juste jouer, mais il y a plein de métiers. Il y a des influenceurs gaming, il y a des commentateurs gaming. Oui. Donc, il y a à peu près tous les métiers dans le gaming. D'accord. Et donc, alors, Soufiane Filali parlait d'addiction. Quelle est la limite pour ne pas tomber, selon vous, dans l'addiction? Parce que vous le pratiquez, ce gaming. Pour moi, le truc de l'addiction, c'est juste un mythe. Il n'y a pas d'addiction. Ah oui, carrément, voilà. Okay. Par exemple, il y a des... C'est pas un mythe, après, ça a été prouvé par des études scientifiques. Mais après, il y a des Coréens dans des teams professionnels qui jouent 12 heures, 14 heures par jour. Ce n'est pas un exemple à prendre, parce qu'ils pourraient aussi souffrir de... Ils souffrent de rien, ils sont en bon état. Ils sont en bon état, ils font leur vie très bien. Attendez, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous, le fait de jouer 14 heures d'affilée, ça ne relève, ou 7 jours sur 7, ça ne relève pas de l'addiction?
Ben, c'est pas 7 jours sur 7, mais après, ils ont leur temps libre. Mais après, il y a des joueurs de football ou n'importe quelle autre discipline. Non, ils ne jouent pas 12 heures d'affilée. Bien je sûr, vous l'assure. ben, parce que c'est plus physique, Voilà. donc ils ne peuvent pas. Mais il y a des gens qui exercent des métiers, par exemple, devant leur écran pendant 10 heures, les codeurs, par exemple, ou les traders. Donc pour vous, il n'y a pas d'addiction. Ben, par exemple, si un enfant de 8 ans qui joue 12 heures, ben, ce n'est pas normal. Oui. Après, Alors, est-ce que vous avez continué vos études oui. Ben, en même temps que oui, le gaming? j'ai un master en marketing international. Très bien. Ben, déjà, ça, c'est... Pour les gamers, il ne faut jamais arrêter les études. Il faut toujours avoir un plan B. Il faut toujours l'avoir. Par exemple, Oui. parce que là, actuellement, au Maroc, Ça a une durée de vie, un gamer, un streamer? oui. Combien? Ben, c'est comme un joueur. Pour les joueurs, ils arrêtent le football à 30 ans. Pour les gamers, c'est 26, 27 ans. Parce que... Et après, ils deviennent team owners. Comme ça dépend, ils peuvent devenir des managers, ils peuvent devenir des streamers, des influenceurs. Après, les réflexes d'un jeune de 17 ans, ce n'est pas les réflexes d'un homme de 27 ans. Ce n'est Oui. pas la même chose. Très bien. Donc, oui, ça a une durée de vie. Mais après, les influenceurs, maintenant, on trouve des influenceurs qui ont 35 ans, 40 ans, normal. Et quand vous dites influenceur, parce que ça draine beaucoup de produits aussi qui mettent en avant, c'est dans ce sens-là, influenceur. Ben, par exemple, il y a un partenaire X qui va faire un tournoi, il a besoin des gens pour faire de la promotion pour son événement. Donc, il se dirige vers ces influenceurs-là. Il y a par exemple, dans le football, il y a des commentateurs. Dans l'e-sport aussi, il y a des commentateurs. On a des success stories au Maroc? Ben, comme il a dit, il y a la team de FIFA qui a été dans le championnat du monde pour la première fois. On comme a des équipe personnes arabe. aussi? Il y a plein de monde. Il y a juste récemment, la semaine dernière, il y a un Marocain sur le jeu League of Legends qui est le top 1 sur le Nord-Amérique. Donc, sur toute l'Amérique, c'est le top 1. C'est un Marocain. Et il y a plein Il y a un d'exemples. Marocain qui aussi joue dans la meilleure équipe en France sur le jeu Rocket League, Oui, qui s'appelle Itachi, Itachi aussi, exactement. qui a joué dans les meilleurs majeurs. Mais ce qui est important vraiment d'insister sur la partie addiction, et ce qu'il faut dire aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que effectivement, le gaming peut être la porte vers le métier de demain, mais il faut bien encadrer. Un jeune qui a 8, 9, 10 ans ne peut pas avoir conscience de tous les enjeux qu'il y a autour. Pour exemple, un joueur professionnel aujourd'hui dans le gaming, il se réveille à 8 heures du matin, il mange équilibré, il joue 7-8 heures d'entraînement, il fait du sport pour justement maintenir ses réflexes cognitifs, ses réflexes pour jouer. Donc voilà, il a une vie normale, une vie sociale à côté. Donc ce qui est important, c'est vraiment de le cadrer pour lui donner justement cette impulsion et de pouvoir l'intégrer dans cette carrière pro gamer. Alors, comment développer justement? Est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement parler d'une industrie, Brahim Amdoui? Est-ce qu'il y a tous les ingrédients pour parler d'une réelle industrie au Maroc? Alors, pour ce qui est des ingrédients, des prérequis pour avoir une industrie, oui, il y a tout ce qu'il faut en termes de prérequis. Je parle de notre métier en tant qu'opérateur, donc il y a toute l'infrastructure nécessaire. On a de la connectivité au débit, des data centers pour pouvoir héberger des serveurs de jeu. Il y a des talents, ce qui est le plus important. Il y a des talents au Maroc, que ce soit dans la discipline, on va dire, compétition e-sport ou aussi dans tout ce qui est industrie de développement de jeux. Donc il y a des codeurs, des startups, des structures, en fait, des associations, des regroupements de jeunes qui ont beaucoup de talent, qui sont ouverts. En fait, vu le caractère digital de cette thématique-là, ce n'est pas centré que sur le Maroc. On peut faire du Maroc un hub régional et même le faire rayonner à l'international parce que c'est du digital et ça reste ouvert et accessible au monde entier. Donc, en termes de prérequis, il y a tout ce qu'il faut. En termes de talent, il y a aussi un vivier assez de talent, en fait, toutes disciplines confondues. Et en termes d'investissement, il y a aussi des investissements. Il y a l'État qui s'y met aussi par rapport à une politique de développement du e-sport, mais aussi de développement de l'industrie du gaming. Il y a une annonce du ministre de la Culture et de la Jeunesse pour un programme, une cité du gaming où il y aura
à Rabat, où il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir attirer en fait les acteurs internationaux, les éditeurs, surtout les éditeurs, les investisseurs, pour pouvoir investir dans cette industrie au Maroc. Donc, franchement, on a parcouru du chemin donc, entre le lancement ou bien le début de cette thématique-là. Et là, on voit vraiment l'émulsion et tout ce qui peut générer de la plus-value. On le constate, on le vit, on le voit. Et voilà, en fait, on veut pousser le pays à devenir acteur, pas que consommateur, mais aussi acteur de cette industrie-là. Franchement, il y a tous les atouts pour qu'on soit positionné là-dessus. Puisqu'on parle d'atouts, mais avant, déjà, si on veut parler d'une réelle stratégie, n'est-ce pas, pour ces jeux électroniques et pour cette industrie, est-ce qu'on dispose de la data, puisqu'on parle digital, donc autant parler données. Est-ce qu'on a les données, Soufiane Filali, en ce qui concerne cette... déjà, comment ça se passe chez nous? Alors, déjà, vous avez mentionné des chiffres qui circulent de 4 millions de... Je pense que c'était vous, lors d'une interview, qui avait avancé ces chiffres. De 4 millions de joueurs actifs, enfin, avec d'un potentiel de 8 millions. Parce qu'en fait, dans les 8 millions, on va dire que même la femme au foyer ou qui joue à Candy Crush peut être considérée aussi comme un gamer. Voilà, donc il y a des chiffres qui circulent. Le domaine de l'industrie en fait, du gaming est estimé à plus ou moins 1,2 milliard au Maroc. On a lancé en janvier 2022 l'équivalent d'une licence, donc ce qu'on appelait un pass gamer. Donc c'est comme un pass sanitaire avec un QR code où on a toutes les données des gamers, leur âge, les disciplines qu'ils jouent, leur adresse email, leur numéro de téléphone. Donc on a à peu près 40 000 donc pass gamers au sein de la fédération. On connaît plus ou moins les tranches d'âge. Quels sont les indices qui en ressortent justement sur ces 40 000 la première chose qui ressort déjà, c'est que ça ne concerne pas uniquement les adolescents. On a une grosse part d'âge qui est autour des 35-45 ans. C'est-à-dire c'est des gamers dans l'âme qui jouent encore, Ayoub pourra le confirmer, qui investissent énormément dans le gaming, qui achètent de l'équipement chez eux, qui achètent des options dans les jeux qu'ils pratiquent. C'est ça l'investissement. Exactement. Donc ça, c'est des gens qui sont demandeurs en fait d'achat, d'e-commerce, etc. Et d'ailleurs, le Maroc fait partie des 5 pays les plus consommatrices de gaming dans le monde arabe, dans la zone MENA. Donc en fait, ça nous donne un petit peu l'impulsion de ce que peut jouer le Maroc en tant que, comme l'a dit Ibrahim, pas uniquement en tant que consommateur, mais de producteur, à l'instar de ce qu'on a fait par exemple sur l'aéronautique ou sur l'automobile. Pourquoi pas être producteur aussi de gaming avec des jeux vidéo, avec peut-être des plateformes de streaming, du merchandising. Donc être vraiment un levier de production dans ce domaine-là, qui derrière va alimenter toute l'Afrique. Parce qu'il faut savoir aussi que l'Afrique a un gros défi démographique dans les années à venir. L'Afrique va doubler sa population d'ici 2050. La jeunesse du monde... C'est une opportunité pour le coup, hein, plus qu'un défi. Enfin, c'est les deux. Pourquoi un défi? Parce qu'en fait, l'Afrique devra absorber la jeunesse qui va justement rentrer dans le marché du travail. Et le gaming fait partie des industries qui peuvent justement jouer un rôle majeur dans l'intégration des jeunes dans le marché du travail. Voilà pourquoi c'est un défi, parce que justement, on sera la jeunesse de demain, la jeunesse mondiale sera africaine, et il nous faut, en tant que Marocains, nous positionner pour justement être un hub du gaming africain, producteur, qui va pouvoir justement exporter son expertise et sa façon de travailler à toute l'Afrique. J'aimerais avoir à présent votre perspective, Yassir Ayoub, de cette industrie du gaming au Maroc. Quels sont ses points forts, quels sont ses défis ou points faibles? Si on compare le Maroc à l'Afrique, les points forts, c'est la connectivité, par exemple le débit d'Internet. Comparé à nos voisins, on a un très bon débit d'Internet. Sans se comparer, juste vous, parce que vous exercez cela, quelles sont selon vous les bonnes choses dont vous avez profité pour pouvoir vraiment choisir cette carrière et cette voie-là? Et qu'est-ce qui manquerait selon vous pour vraiment atteindre une bonne vitesse de croisière? On peut parler des opportunités. Par exemple, en 2013-2015, il n'y avait pas d'opportunité, il n'y avait pas de fédération, il n'y avait pas de tournoi officiel, il n'y avait rien. Il y avait des gamers. Il y avait des gamers qui jouent entre eux,
pour le fan, exactement, pour le plaisir. Après, maintenant, on voit des structures, on voit des marques qui s'intéressent au gaming. Inouï, il y a plein de marques qui s'intéressent maintenant au gaming, qui font des tournois pendant toute l'année. On peut trouver des tournois partout pour s'exercer parce que l'important dans le gaming, c'est la compétitivité. Il faut toujours avoir des adversaires pour savoir où on est pour notre niveau. Par exemple, les Marocains, il y a plein de Marocains qui sont des tops mondiaux dans les classements de tous les jeux au monde. Donc, dans le classement mondial, même pas au Maroc ou en Afrique. Ce qui manque pour moi, c'est les organisations, c'est les teams. Donc, par exemple, si on va se comparer encore une fois, si on se compare à l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, au Maroc, il y a 2-3 teams professionnels, alors que là-bas, on y compte 10, 20, 30. Bon, la population égyptienne, elle est un peu plus on peut se comparer à la Tunisie aussi, mais il y a plus de teams. Il y a des écuries en fait, qui sont justement financées par le privé. Et c'est là où en fait, le public ne peut pas tout faire. Il peut aider à justement monter des compétitions, mais c'est aussi au privé de monter des teams qui vont pouvoir justement accompagner ces jeunes à arriver à des niveaux internationaux, gagner des trophées qui valent des millions d'euros aujourd'hui. Inouï sponsorise des équipes comme cela? Alors, en fait, on parle de secteur privé, on a le secteur privé avec nous. Notre choix, c'était déjà, sur la partie compétition, c'est déjà permettre que cet écosystème existe. En fait, juste un petit constat avant, donc Yassir parlait de 2013-2010, il y avait des gamers. Nous, on est arrivé avec la Inouï League à peu près en 2014-2015, fin 2015, la première saison. Et depuis 2015, un des achievements, on va dire, de la Inouï League, c'est déjà préparer toute cette structure de teams. Le fait d'avoir une compétition pérenne, installée dans la durée, a contribué à ce que des teams se constituent et restent. Parce qu'avant, les teams se constituaient, jouaient le temps d'un tournoi et après, la team se dissout et voilà, c'est le reste des joueurs indépendants. Le programme a permis d'avoir des teams déjà qui sont pérennes, qui se structurent. Donc il y avait des cash prizes, donc c'est une sorte de financement indirect. Donc les cash prizes permettaient déjà une rentrée d'argent pour les teams les plus sérieuses, les équipes les plus sérieuses pour pouvoir continuer dans la compétition. Et grâce à ça, donc, ces dernières années, on a vu les éditeurs qui sont venus. Déjà un chiffre assez impressionnant. Donc, quand le premier tournoi éditeur, je parle de Riot, a lancé les inscriptions au Maroc, il y avait à peu près une centaine de teams, d'équipes qui se sont inscrites, dont des teams qui participaient à la Inouï League, qui étaient orbités autour de nos programmes, qui bénéficiaient un peu de toutes l'infrastructure qu'on déployait, les gaming centers qu'on mettait à disposition à travers nos partenaires et du matériel high-tech, de la connectivité très haut débit. Donc, ça a permis déjà à l'existence de ces teams-là. Donc, pour nous, c'est déjà une étape de contribution assez importante pour qu'ensuite, ces teams-là puissent aller de l'avant pour se professionnaliser. Ça, c'est un autre volet de développement des teams. On y travaille, bien sûr. Après, il faut contribuer conjointement pour pouvoir permettre que ces teams-là se professionnalisent, qu'il faut un gagne-pain, qui s'ouvre à l'international, d'où notre vision aussi par rapport à la Inouï League, de la connecter toujours à des tournois internationaux, donc pour justement remettre les projecteurs sur le Maroc et puis leur permettre d'aller au-delà du pays, donc soit rejoindre des équipes régionales, internationales. Et je crois que c'est le cas, il y a pas mal de joueurs qui sont partis évoluer dans d'autres équipes. Tout ça pour dire que on ne pouvait pas commencer par sponsoriser des équipes, il faut déjà que les équipes existent. Donc déjà existent. Soit professionnalisées en fait. Soit prêts à être professionnels. Donc oui. Déjà qu'il existe, qu'il montre la volonté de perdurer. Ensuite viendra les initiatives pour pouvoir les pousser à
à aller de l'avant. Je vois. Alors, justement, c'est un peu le rôle aussi de la fédération de professionnaliser un peu D'ailleurs, ce que vous avez expliqué, c'est parmi les objectifs. Est-ce qu'on peut parler d'un bilan, peut-être, de ces 2 années? On ne va pas compter 2023 parce qu'elle commence à peine, Sofiane Filali. Alors, tout d'abord, le premier objectif, ça a été d'élargir la base. Donc, ça a été fait notamment avec des week-ends d'animation dans les différents centres de jeunesse qu'on a visités et qu'on a équipés. Donc, on a été à Ouarzazate, Glmim, Fès, Tanja, Tétouan, Berkane, un peu partout au Maroc. Et là, je peux vous dire que l'engouement qu'on a eu pendant ces week-ends-là, avec des parents qui venaient avec leurs enfants, poser des questions, participer à des tournois et à des free plays, ce qu'on appelle des free plays juste pour tester quelques jeux, ça a été un franc succès. On l'a fait avec un sponsor privé d'ailleurs, parce que justement, ça nous permettait d'avoir plus d'ingrédients pour faire réussir ces week-ends d'animation. Donc ça a été vraiment le premier levier sur lequel on a travaillé. Le deuxième était aussi d'être présent et de représenter le Maroc dans les différentes instances internationales. On a aujourd'hui la Fédération royale marocaine de jeux électroniques représente le Maroc dans la Fédération internationale d'e-sport, dans le Global e-sport, dans la Ligue arabe, au sein de la FIFA Electronics. Ce qui permet aux équipes de jouer dans ces tournois. Ce qui permet aux Marocains les plus talentueux et qui représentent le Maroc dans les équipes nationales de ces jeux-là, de faire partie et de représenter leur pays dans les compétitions internationales. Brahim te parlait tout à l'heure de donner accès aux compétitions internationales, ça part de là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une institution qui représente le Maroc, qui va derrière être responsable de sélectionner les meilleurs pour que ces jeunes... Sur quelle base ? Sur la base de compétition ? Sur la base purement sportive, c'est-à-dire il y a des compétitions qui sont organisées au niveau national, comme ça a été fait sur FIFA ou sur d'autres jeux, qui, les gagnants de ces tournois, portent le maillot national pour les représenter, que ce soit sur des compétitions régionales ou internationales. Quand vous organisez ces compétitions nationales, il y a des prix qui sont décernés ou c'est juste pour sélectionner déjà le rôle d'une fédération, alors pour donner un peu l'équivalent aux gens pour qu'ils puissent comprendre, par exemple, quand Hakimi vient représenter le Maroc, il n'a pas de contrat avec la Fédération royale marocaine de football. Non, voilà, donc, moi je parlais des compétitions qui sont organisées au Maroc, que vous organisez. Est-ce que c'est juste pour sélectionner ceux qui pourront participer à des compétitions à l'international ou vous leur donnez des prix aussi? Alors, il y a des prix, bien évidemment, des primes. Il y a déjà le titre de champion du Maroc. Donc et puis après, il y a l'honneur de représenter son pays qui peut justement ouvrir d'autres perspectives. Avec un prix financier. Je pense que ce tournoi-là, non. Mais après, il y a d'autres tournois, oui. Effectivement, parce qu'en fait, ça ouvre la porte à des participations à des tournois qui sont organisés au niveau international, où là, on parle de cash prize plus intéressants et plus... qui vont permettre de carrément parfois changer la vie du jeune en question. Donc la fédération est indépendante ou elle dépend d'une tutelle d'un ministère? Elle est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. D'accord, donc bien sûr parce que c'est considéré comme un sport. Tout à fait. Et puis il faut le mentionner, on est parmi les rares pays qui ont une fédération qui est étatique d'où justement l'intérêt du Maroc et du Royaume du Maroc et je pense leur croyance intime que c'est une industrie pour l'avenir, c'est qu'on est parmi les rares pays à avoir une fédération qui gère ça. Même en France, aujourd'hui, c'est une association qui gère le e-sport en France. D'accord, avec des sponsors peut-être. Enfin, privés. Privé, tout à fait. Voilà. Alors, Ayoub, je reviens à vous. Yassir Ayoub, donc vous êtes team owner. Vous m'avez un peu expliqué ce que c'était. Alors, manager d'une équipe de gamers. Alors là, on parle de gamer pro. Exactement. Qu'est-ce que la différence entre un gamer et un gamer pro? Pour ne pas prendre mal la phrase de tout à l'heure, c'est le gamer pro qui peut jouer 12 heures de suite. Après, le gamer normal, c'est quelqu'un qu'après son école ou après son travail, il fait 1 heure ou 2 heures de gaming et il part dormir. Donc, c'est le free time. Donc, gamer pro, ça veut dire que c'est une activité qu'il exerce tous les jours de la semaine, ouvrable à la limite, et qui prend un nombre d'heures pour lui. Exactement, c'est sa profession et il prend une contrepartie, un salaire contre ça. Qui lui verse ce salaire? C'est la team dont il a le contrat avec. Donc vous êtes à la tête d'une team, comment ça marche? Normalement, la team se finance à travers des sponsors ou des tournois qu'on gagne, les cash prizes dont vous avez parlé. Donc
pendant toute l'année, on joue plein de tournois, donc on collecte des cash prizes. Après, il y a des sponsors. Vous gagnez beaucoup de tournois? Par exemple, notre dernier tournoi, c'était l'année dernière. On a eu le top 3 de la Ligue arabe, donc de Middle East, Nord Africa. Donc, une team marocaine était le top 3 dans. Barkallah. Ça fait Exactement. plaisir. Donc, par contre, au Maroc, récemment, pendant l'année 2022, tout le monde était sur le football. Oui. Donc, il n'y avait pas trop de tournois. Mais après 2023, il y a plein de projets à venir. Inch'Allah. Alors, votre team, elle est composée de combien de membres ou de joueurs? Pour les joueurs, il y a 5 joueurs. Ça dépend des jeux. Donc, chaque jeu a un nombre de joueurs. Par Et exemple, vous êtes spécialisé que dans un seul jeu, hein? non, ça dépend des organisations. D'accord. Par exemple, nous, on a 2 joueurs de FIFA, une team de League of Legends, une autre team d'un autre jeu. Donc, ça dépend des jeux. Donc, par exemple, la FIFA, tu joues individuellement. Mais par exemple, d'autres jeux comme League of Legends, Valorant, ça se compose de 5 joueurs. Après, il y a un coach. C'est comme le football, il y a un coach sur la tête de ces joueurs-là. Il y a un designer, community manager. Donc, il y a tous les rôles d'une entreprise normale. Et un streamer, quand vous disiez tout à l'heure que ça pouvait être un influenceur, un streamer peut aussi engranger des gains à travers les plateformes de streaming. Exactement. Il y a des plateformes qui payent mensuellement des contrats. Il y a des plateformes qui payent comme ça. Mais la plateforme la plus connue au monde, c'est Twitch. Le financement, c'est à travers les donations et les subs des viewers, des téléspectateurs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme Et YouTube. les publicités. Très bien. Et ça marche bien, selon vous? Ça va. Ça pourrait mieux marcher pour le Maroc, selon vous? Pour les Marocains? Plus le temps passe, plus les années passent, ça marche mieux. Si par exemple, en 2018, tu ne pouvais pas vivre avec le streaming. Mais maintenant, en 2023, tu peux vivre avec le streaming. Au Maroc? Oui. Bien. Ça va. Et, alors, je voulais juste vous poser aussi la question très importante, c'est-à-dire que est-ce qu'on sent que vous, depuis 2013 que vous exercez, vous sentez qu'il y a vraiment une évolution positive, en dehors du gain, etc. Oui, il y a l'évolution partout. Juste, par exemple, si on parle d'Internet ou le débit, en 2013, il n'y avait pas de fibre optique. Maintenant, il y a la fibre optique presque partout au Maroc. Juste ça, c'est une évolution. Pour les gamers, c'est déjà une évolution très, très, très grande. Il est intéressant de soulever aussi que les compétitions avant étaient sponsorisées uniquement par des entreprises ou par des jeux vidéo. Aujourd'hui, ce sont des marques sportives, carrément, enfin de sport classique, qui s'y mettent. Alors, Soufiane Filali, vous êtes un spécialiste du marketing. Comment, justement, marketer davantage? Parce que nous avons des pépites au Maroc. Comment les marketer davantage? C'est très bien, vous avez parlé tout à l'heure de notre classement dans la compétition FIFA, c'est cela? Mais justement, on a besoin peut-être d'un coup de pouce. Exactement, on a un vivier de talent qui est extraordinaire. À chaque occasion qu'on donne vraiment les conditions pour un joueur marocain de performer, on voit que rapidement il prend l'ampleur des choses. Et pourquoi justement les entreprises investissent dans le gaming? Parce que justement un gamer, c'est quelqu'un qui prend une décision toutes les 10 millisecondes. Parfois, il a 8 options possibles, il doit en prendre une. Donc, c'est quelqu'un qui a un leadership naturel, qui a une facilité justement de pouvoir s'immiscer dans une entreprise avec ses compétences, avec sa valeur. Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaie de faire en tant que fédération, parce que notre rôle n'est pas faire du business comme une entreprise privée, notre rôle, tout l'argent qu'on a, on essaie justement de le mettre dans l'amélioration de l'écosystème et de la pratique e-sportive. Donc, on essaie justement d'aller vers le privé, d'aller vers les marques pour leur dire aujourd'hui, on a un vivier extraordinaire avec des Marocains qui ont un talent fou. Il faut juste leur donner on va dire, l'environnement qui va leur permettre de... C'est facile de faire sponsoriser un gamer? Parce que déjà, c'est difficile de faire sponsoriser un joueur. Pour être tout à fait honnête, en fait, on ne s'en rend pas compte du coût que peut faire l'investissement sur une équipe gamer. Je pense que lui peut en témoigner. Et on a besoin d'un coach mental, on a besoin d'un médecin parfois, on a besoin d'une gaming arena où on doit s'entraîner chaque jour. Il faut les nourrir sainement. Donc, c'est un coût très, très important. Et pour cela, par exemple, pour nos équipes nationales, on essaie d'aller vers le privé pour justement permettre de marketer cette équipe nationale, faire valoir justement ce qu'elle peut apporter en termes de notoriété, en termes de visibilité. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaie de changer. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste une fédération en train de venir vers une marque privée pour lui dire « Ok, donnez-nous de l'argent ». Non, il y a une contrepartie
il y a des activations, il y a une visibilité qu'on vous donne. Surtout, Pardon. ils ont une visibilité extraordinaire. Exactement. Surtout qu'aujourd'hui, si vous parlez au secteur privé, quel est le secteur où ils ont le plus de difficultés à recruter des nouveaux clients? C'est sur les jeunes. Les jeunes ne regardent plus la télé comme avant. Les jeunes ont des canaux de communication qui sont totalement différents dans la métaverse, dans la crypto, dans les jeux. Donc, il faut aller chercher chez ces jeunes. Et le gaming, c'est le meilleur vecteur de communication qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi qu'on en dise, pour justement attirer de nouveaux clients jeunes. Donc, justement, le privé peut, justement, à travers le marketing, pouvoir avoir de la visibilité, des activations engageantes, et puis avoir une relation aussi émotionnelle avec ces jeunes. On a vu le magnifique parcours de la Coupe du Monde. Ça nous fait juste en fait remémorer que toutes les marques peuvent bénéficier quand justement le Maroc est visible, performant, avec des joueurs qui performent à l'international. Et on est tous pour ça, on est tous en tout cas le staff de la fédération derrière cet objectif-là de faire porter le drapeau marocain loin dans les différentes compétitions internationales, en aidant ces jeunes gamers à avoir un environnement sain de préparation avec des coachs compétents et puis des conditions de travail, parce que finalement c'est le travail. Un gamer ne performe que s'il travaille. C'est comme tout domaine dans la vie. C'est pas parce que c'est du jeu qu'il va réussir parce que voilà sur un coup de non, c'est le travail quotidien sur le jeu. Est-ce que alors ça veut dire que le travail que vous faites est très semblable à celui d'une fédération classique de sport classique, ce que je veux entendre par sport classique, c'est-à-dire tennis ou autre. À la différence qu'on ne s'occupe pas uniquement d'un seul sport, parce qu'une fédération de jeux électroniques. Non, mais est-ce que vous vous occupez de ces gamers-là, de tous ces gamers-là? On essaie, en priorisant bien évidemment les jeux où il y a le plus de communautés. Malheureusement, on ne peut pas cibler l'ensemble des communautés. Il y en a tellement au Maroc. Le Marocain, il est joueur de naissance, c'est-à-dire on a des communautés sur certains jeux, même très petites, qui sont extraordinaires, très engagées dans leurs jeux, mais malheureusement avec les moyens qu'on a, c'est là où on a besoin justement du privé pour pouvoir nous aider à accompagner le maximum de joueurs marocains pour aller vers l'international et représenter le Maroc. Combien ça coûte? Combien ça coûte justement pour accompagner une équipe? Quels sont les investissements requis? Pour donner un chiffre exact, je ne peux pas donner un chiffre exact, mais comme il a cité, on a besoin d'une gaming house ou... Une estimation. Mensuelle, annuelle ou... Ce que vous voulez. Je ne sais pas, annuel, ça serait envers les... Je sais pas, les 100 millions, je ne sais pas. 100 millions de dirhams? Non. Pour une équipe? Centimes. Ah voilà, 1 million de dirhams. 1 million de dirhams annuel, donc on est autour de 80 000 dirhams par mois pour toute l'équipe. Sur une équipe qui joue sur plusieurs jeux, pas uniquement un seul. Voilà, donc oui, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Voilà, je vous laisse finir. Par exemple, il y a plusieurs de joueurs marocains qui se dirigent vers des teams égyptiens ou saoudiens parce qu'ils reçoivent des offres plus généreuses. Par exemple, je vais donner des noms, par exemple, des chiffres. Au Maroc, voilà, c'est ce qu'on veut ici. Au Maroc, je pense que le joueur le mieux payé, je pense qu'il touche $300 ou $500. Le mieux payé. Par exemple, en Arabie Saoudite, le joueur le mieux payé, il touche $10 000, $7 000 par mois. Donc, n'encouragez pas les gamers qui nous regardent à aller en Arabie Saoudite. Dans tout le cas, les meilleurs joueurs, ils reçoivent les offres. Alors, ils reçoivent les offres d'où? C'est-à-dire que des autres teams, des chercheurs de talent des autres teams. Oui. Par exemple, comme il a dit, la meilleure team française qui était le numéro 1 sur le jeu Rocket League, ils ont un Marocain avec eux parce qu'il n'a pas trouvé une team marocaine où jouer. Mais ces teams marocaines, ou ces teams françaises, saoudiennes ou autres, ils ont un sponsor derrière. Exactement, c'est le privé qui sponsor derrière. Exactement, ils ont plusieurs sponsors. Il y a des teams avec 10 sponsors, 5 sponsors. Et vous cherchez, à part sans passer par la fédération, est-ce que vous cherchez à vous faire sponsoriser? Vous avez déjà essayé? Oui, on a établi plusieurs contacts, mais pour l'instant, ça n'a toujours pas réussi. Aucun. Je pense que sur toutes les teams marocaines, il y a une seule team qui a un sponsor. On parle de combien de teams? Si on compte toutes les disciplines, les jeux, il y a des centaines ou des milliers de jeux. Donc, si on compte tout ça, je pense qu'on trouvera les centaines de teams. Oui. Après, si c'est pas des... Il y en a une sur 100 qui est sponsorisée. Oui. Alerte, le secteur privé.
Voilà, c'est 80 000 dirhams par mois, c'est cela ce que vous avez dit? Pas à peu près. En estimation. Hein. Ça dépend des teams. Il y a des teams, des petits teams, des grands teams, des moyens C'est teams. le ticket d'entrée. Exactement. Non, ça c'est. On peut avoir une bonne team avec ça. Une bonne team. Voilà. Très bien. Alors, un dernier mot sur l'Afrique, Brahim Hamdoui. Il y a, et je vous en ai parlé d'ailleurs, c'était avant le Covid. Oui. Juste avant le Covid, c'était cette compétition qu'organise toujours Inouï. On l'a pas organisé cette année, mais c'est toujours une compétition donc, c'est plus un festival, une manifestation qui est toujours dans notre roadmap. Donc on réitère une fois l'occasion se présente. Alors, dernier mot, vraiment, un dernier mot sur l'avenir de ce e-sport au Maroc et son rôle dans notre économie. Alors, d'abord, en fait, l'avenir du e-sport, donc il y a déjà l'e-sport, au point de vue international, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Oui. On parle de l'intégration dans les Jeux Olympiques, dans des compétitions. Il y a la FIFA qui a créé carrément une antenne dédiée au e-sport avec les compétitions, le parallèle des compétitions, on va dire classiques, foot, des compétitions dans l'e-sport via FIFA e-sport. Il y a les panoplies de jeux et d'éditeurs qui commencent à créer leur propre circuit professionnel, qui commencent à déployer un peu partout dans le monde. Donc, en termes de débouchés de l'e-sport, je vais dire que le meilleur est à venir parce que on a contribué en tant qu'opérateur dans la structuration, le développement, dans la mise en place de programmes. Vous avez parlé de l'Africa Gaming Fest qui était pour nous le programme ou le festival qui nous a permis de connecter en fait et de mettre les projecteurs sur ce qui se passe au Maroc. Et pour moi, c'est quelque chose de très très important parce que sortir en fait cette discipline d'une pratique entre copains, entre communautés, une pratique où tous les projecteurs sont tournés sur le Maroc pour dire voilà, il se passe quelque chose. On a ramené des partenaires internationaux, notamment le SWC qui est un championnat mondial qui est déployé sur plus de 14 pays, qu'on l'a ramené ici au Maroc dans le cadre de l'Africa Gaming Fest, justement pour pouvoir dire à tout l'écosystème international, les éditeurs de jeux surtout, que voilà, il y a des choses qui se passent au Maroc, et pas qu'au Maroc. Donc on a aussi embarqué avec nous les pays africains, donc il y avait 12 pays qui ont participé à cette compétition. Du coup, on a remarqué qu'il y avait une dynamique depuis la première édition de l'Africa Gaming Fest. Les éditeurs commençaient à s'intéresser, donc il y a une communauté grandissante. À chaque fois qu'il y a des choses qui se lancent au niveau de la région, c'est le Maroc qui ressort, soit en termes de participation d'équipe, soit en termes aussi d'audience et de communautés qui suivent. Donc voilà, pour moi, ça commence à se structurer. Donc il y a l'arrivée aussi de la fédération. Donc bien sûr que nos destins se croisent. Donc on va bien sûr travailler main dans la main pour justement, avec le ministère de la Culture aussi, et de la Jeunesse, main dans la main pour justement, chacun contribue à sa manière et dans son périmètre pour justement pouvoir accélérer le développement et faire du e-sport pas on va dire une pratique, mais une industrie qui génère... Une synergie surtout, voilà, entre tous les acteurs qui génèrent... pour se compléter. Ouais, peut-être même des points de PIB, Inch'Allah, dans quelques années. Merci beaucoup, Brahim Hamdoui. Merci. Je rappelle que vous êtes senior manager communication institutionnelle et contenu chez l'opérateur Inouï. Merci beaucoup. Sofiane Filali, à vous également. Et à vous. Vous êtes donc, et rappelons-le, directeur marketing et partenariat de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. Et bien sûr, mes remerciements vont également à la jeunesse. Yassir Ayoub, team owner et streamer bien de chez nous, marocain. Très bon vent à vous et très bonne continuation. Merci à vous aussi.
Voilà, c'est la fin de Question d'actu. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. Très bonne soirée.